12 novembre 2025. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur Vision 2000, troisième émission rubrique invité du jour. Pour ce moment, on a accueilli monsieur Joseph André Gracien-Jean, ministre délégué chargé des questions électorales et constitutionnelles. Monsieur le ministre, bonjour. Nous comptons aujourd'hui. Bonjour Madame Baudin, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Vision 2000. C'est un plaisir de vous d'être avec vous ce matin. Eh bien, merci pour votre disponibilité, monsieur le ministre. Puisque le gouvernement a abandonné le projet référendum constitutionnel là, je dis, c'est que dossier élection, gérer le gouvernement correct, ça me dit ça? Correct parce que le slogan clair, en route vers les élections, sur route pour l'élection. Ok. Et enfin, on retourne, si permettez-moi faire ça, sous affaire référendum, non, c'est une décision que le gouvernement prend, comme a dit là, en catimini, mois dernier, c'est non communiqué après un conseil des ministres que le gouvernement annonçait que le campait sous ça. Mais compte tenu de l'importance et projet ça, est-ce que nous pas doué et plus d'explications à la population sous décision ça? Allez-y tout d'abord, c'est une très très belle question parce que nous allons dans l'accord là, nous sommes capables de dire accord là, 3 avril 2024, là, il y a là, à comme ça, il y a capable de deux grands chantiers phares à côté de deux gros chantiers, à savoir question réforme constitutionnelle là et question référendum là. Et question que nous sommes capables d'organiser élection pour que nous renouveler personnel politique. Et il faut nous situer dans le temps, il faut nous situer tout dans le contexte question et sécuritaire, question de déplacer. Et aussi, il faut nous rentrer le tout par rapport à la contradiction qui traversait, ça me dit capable de protagoniste surtout. Et nous ne pouvons pas dire que c'est une décision qui prend un catimini parce que pour arriver à question référendum, tout un processus. Tout d'abord, il faut que vous te mettez sous pied qui relevé de conseil présidentiel là, il faut que vous mettez sous pied ça le comité pilotage de la conférence nationale. Ce qui a été fait, et nous avons mandat comité de pilotage à gagné, c'était de question constitution et plutôt remettre à exécutif là pour que nous remettre à conseil électoral provisoire là pour que organiser ça le référendum là. On dit que parti ça, contrairement à ça, on a dit que on dit parti ça, nous sommes capables de dire que nous bouclé à 80%. Là, on dit bouclé à 80% parce que le comité de pilotage là remet à exécutif là projet de constitution, que nous connaissons que son processus qui était long, que des assises de la conférence nationale qui était organisée sur l'ensemble du territoire et de la diaspora, et aussi que gagné l'ancien député du Dieu, qui est même dans un groupe de travail constitution qui remet le travail du tout. Résultat de travail, ça a été permettre à comité de pilotage là, bail exécutif là, avant projet officiellement dans cérémonie officielle. Et exécutif lui-même, à un certain moment, et comité de pilotage après le passé, lui, en revue, en discussion, en débat, à l'ensemble de la société, à des groupes organisés. Ce qui a été fait, et d'ailleurs, il y a une campagne de presse en termes de débat, près de centaines de milliers de bourdes, près de 180 millions de bourdes, qui remettent à des corporations de journalistes pour que tu facilites le débat autour de avant projet ça. Maintenant, là, on finit de collecter toutes questions, recommandations et critiques, comité de pilotage après rentrer dans le travail, et il va le profiler, il va tenir compte de cela. Et bon, madame, comme je dit, très important. Et qui est très innovant en matière de constitution. C'est que c'est seule constitution, dans toute histoire constitutionnelle, qui prend en considération et en compte les catégories de capables marginalisées et qui est adaptée à 21e siècle. Tout d'abord, question de quota qui est avant projet, mesdames et messieurs, fait plaidoyer, deux ministres conditions féminines, Mme Bélica Saint-Jean, pour que l'on baille parité. Avec deux projets de constitution, de parité, 50-50. Madame, des questions pour faire la plainte, pour avoir 30%, ni pour avoir incitatif. C'est d'abord une exigence constitutionnelle que les 50-50. Maintenant, qu'on va organiser la législation électorale qui peut permettre de sali effective. Deuxièmement, la diaspora, par rapport à toute revendication. Et même de bagaille qui triste, Madame Malélucie, vous avez une diaspora qui va être au Cameroun.
On va être comme on dit rien. Et c'est très grave. Ce que m'a dit là, c'est après, il y a beaucoup de moins, est-ce que tu es bon avant projet, est-ce que bon projet constitution? Projet constitution, la correction que les bails là, dans ce sens, ça tout, il permet diaspora, nationalité qu'on gagne, au cas occupé, quel que soit poste, quel que soit fonction, qui touche haïtien ou pour l'autre nationalité, excepté pour poste président. Et deuxièmement, l'ajeunissement de l'âge politique. Que tout le monde a fait débat de lui-même, même des jeunes qui deviennent moins de 25 ans, qui sont manipulés par une certaine gérontocratie haïtienne et productive depuis près de 200 ans, quand ils ont trouvé depuis trop jeunes, ils ne sont pas préparés pour venir diriger. Et récemment aux États-Unis, tu as 18 ans, il y a un homme qui côté ça, qui fait maire à 21 ans. Nous adapter à ce qu'on appelle constitution, ça répond aux exigences de la dernière génération, de la génération Z, rajeunissement de l'âge politique. Donc, ça, son bagaille qui fait que c'est ça. Et aussi, au niveau des collectivités territoriales. Maintenant, pour dire que Marie-Lucie, le pouvoir constituant, c'est l'exécutif. Maintenant, pour question de temps, de délai. Et ça, tout est important pour l'exécutif. Maintenant, dans Magali, c'est pas le pays, maintenant, ce pays-là, nous qui légitime. Dans ce sens, il remet le projet à un certain moment, eh bien, exécutif là, lui-même par rapport à temps, par rapport à timing, eh bien, lui mettait de côté projet constitution et lui mettait aussi question référendum. Ça me va dire pour finir dans le débat, ça, Madame Bonhomme, c'est que contrairement à ça, mon a dit, pas de l'argent qui gaspillé. Pas de l'argent qui est perdu. C'est que l'argent, ça, sont l'argent qui est injecté dans l'économie, qui permettent que des paquets de services, le secteur des services intellectuels et autres même, et permettent que l'argent circule. Et aussi le document, c'est un document d'État. Le document est là, c'est la mémoire du CPT. C'est une bagage que le CPT est capable de réaliser à 80%. Pourquoi à 80%? 10% c'était adopté le projet de constitution en conseil des ministres pour lui, et l'autre 10% c'est convoqué le peuple là à aller dans le référendum. Je peux dire que parti ça, contrairement à ça, mon a dit, le conseil présidentiel là et exécutif, eh bien, il réaliser ça. Parce que mon projet de constitution, même si on mettait le sous-côté, on sent ça pour une priorité maintenant vers les élections, vers les élections, on a l'élection. C'est ça que lié, je dis, à une décision d'État et que, quelle que soit que l'autre considération qu'on est capable de faire, quand le pouvoir exécutif a tranché, le conseil des ministres a tranché, maintenant l'État a tranché, on prend une autre direction. Bon, quand on a dit succès à 85-90... Non, pas parler de succès. Non, je ne vais pas parler de succès. Je fais un pourcentage. C'est pas parce qu'il y a un pourcentage qui est élevé par rapport à la planification. Non, même dire, il atteint à 80%. Mais en termes de livrables. En termes de livrables. Ok. Mais c'est pas ça, job là, parce que tu as une pile contestation et équipe au pouvoir lui persister et avec projet et puis un bon matin et bon c'était dans notre communiqué à sorti et puis nous dit que nous camper sous lui mais document ça ou là c'est un document qui fait l'objet monsieur le ministre permettez-moi une petite question c'est un document qui fait l'objet de en pile critique et gagné et barreau et de Port-au-Prince qui parlait même de fraude constitutionnelle et que pouvoir la ligue un document dans mail t'es un premier t'es un deuxième qui était censé porter de correction à première et finalement après constat les campé sous lui. C'est une très belle question. Ils sont simplement en pile composé là. Je dis que il y a une contestation. Mais une constitution, ça ne se conteste pas à travers des organisations de la société civile, des corporations qui ont des intérêts divergents, parfois des intérêts cachés, des intérêts non exprimés. Non. Une constitution, ça te tranche au référendum à travers un peuple là. C'est le peuple qui décide. C'est pas des corporations. Et d'ailleurs, je le dis sur Radio Métropole, on ne remet jamais une constitution à des barreaux ni à des fédérations de barreaux. Car les barreaux, ce sont des barreaux d'avocats militants. Et en tant qu'avocat militant, c'est du business. Et je le répète à nouveau. Constitution à des corporations de juristes qui gardent une distance, qui gardent un recul.
C'est ça que nous. Là, on ne va pas parler de contestation. Au seul côté de contester, c'est le peuple qui est souverain. Dans une démocratie représentative, dans un processus de réforme constitutionnelle ou encore d'une nouvelle constitution, c'est le peuple qui tranche à travers un référendum. Et non pas à travers des corporations, des groupes ayant des intérêts divergents. Voilà. Et maintenant, par rapport, je viens de le dire, par rapport au délai, par rapport vraiment à ce chantier ultime phare, le pouvoir constitutionnel l'exécutif, qui de toute autorité, il a jugé à un certain moment qu'il mettait le sous-côté. Mais là, ce n'est pas la question il y a eu des contestations et des groupes. Mais on ne saurait vous mettre une constitution aux réseaux sociaux. On ne saurait vous mettre une constitution à des corporations et des intérêts divergents. Non, une constitution, ça se décide à travers un référendum où le peuple dit oui, où le peuple dit non. C'est une décision souveraine. Ils ont décidé, ils font constitution. Mais ça tombe sur ça, monsieur le ministre, ça tombe sur ça. Non, attention. Non, il n'y a jamais. Non, madame Bonhomme. La Constitution, c'est une affaire d'expertise aussi. C'est une affaire d'expertise et aussi pluridisciplinaire. Et j'aime le dire très souvent, on n'a jamais remis une Constitution à une masse quantitative, mais à une minorité qualitative pour le faire. Et la masse quantitative tranche à travers le référendum, à travers des groupes qui se mobilisent pour dire oui et pour dire non. Et le pouvoir constitue reste l'exécutif, et l'exécutif, à travers l'accord, s'est doté d'une structure pour le faire, qui est le comité de pilotage. À l'intérieur de ce comité de pilotage, il y a eu une commission qui a travaillé sur la rédaction de la Constitution. Et ce qui était très important, la Constitution a été mise en discussion et en débat. Moi-même, j'ai participé à des débats. L'essentiel aujourd'hui, il y a un projet de constitution dans la mémoire de cette transition, dans la mémoire de cette transition aussi historique de ce pays, à n'importe quel moment. Et je ne sais jamais, ça peut ressurgir, ou bien on peut le revoir. Ce n'est pas un document perdu, c'est ce qui est très important. Et pourquoi, la question qu'on peut se poser, pourquoi il n'y a pas eu de débat autour du projet de constitution? Mais pourquoi que c'est maintenant on demande que l'on reproche? Maintenant on dit oui, on avait affaire au référendum, on avait affaire à la Constitution. Ceux et celles qui ne voulaient pas, et même celles qui ne voulaient pas, et le référendum et la Constitution, ça c'est politiquement. Et Madame Bolon, vous le savez, ici en Haïti, on le dit très souvent, c'est politique qu'après. Je vais vous raconter une histoire pour finir avec cela aussi, au niveau des leaders d'opinion. Il y a un jeune journaliste, dans un média frère ou encore une radio frère qui anime des émissions vraiment et bon là vraiment parfois c'est très volcanique qui critiquait la Constitution, mais quand le projet est arrivé il a dit à quelqu'un mon cher lâchez-moi une Constitution qui est bon comme ça la belle c'est pas extraordinaire que monsieur fait là mais mon cher on n'a pas dit dans la radio c'est politique qu'a fait. Et quelqu'un d'autre, il a m'appelé pour me dire, mon cher, et bonjour Jean, je suis en train de savourer le projet de constitution. Mais il va intervenir sur lui-même. Parce qu'il y a cette attitude destructive, non constructive. Qui est au courant, monsieur le ministre? Oh non, écoutez, c'est pas moi, monsieur. C'est pas moi, monsieur. Nous avons une culture de destruction. Nous n'avons pas une pratique de cohabitation, de coexister ensemble pour faire quelque chose ensemble. À part les circonstances historiques de 1804 par rapport à l'esclavage, que nous nous sommes unis pour nous en sortir, depuis lors, nous ne sommes jamais unis pour édifier, pour construire une nation aujourd'hui. Et le résultat est là aujourd'hui, Madame Baudin. Bon, le résultat de l'inconscient collectif, voilà. On va être tellement belle comme ça, et monsieur le ministre, vous défendez là, supposé, et sous d'accord avec journaliste ou dit qui fait témoignage ça, mais malheureusement, on m'avait dit que le pas qu'à dire publiquement, ou bien le pas de courage et pour le faire, mais sous elle belle comme ça, il faut qu'à défendre au niveau de gouvernement, mais il se trouve que le gouvernement, talent ou il décide de mettre par son côté. Non, écoute, c'est pas une question de défendre. Il y a le processus décisionnel aussi. Il y a l'analyse aussi des risques, le contexte, tout ça et ça. Parce que il y a l'exécutif, c'est le conseil présidentiel.
Il y a le second qui est le Premier ministre, qui est le chef de gouvernement. Mais eux aussi font des analyses. Ils ont devant eux l'accord du 3 avril aussi. Il y a les échéanciers. À un certain moment, ils décident de surseoir. Mais ce qui est très important dans la dynamique de l'État, c'est que rien n'est perdu, tout est là. C'est la mémoire historique. C'est la mémoire historique. Et aussi, une constitution, c'est pas 1, 2, 3, 4. Nous ne sommes pas en sciences exactes, c'est de la c'est pas des sciences exactes, c'est des sciences sociales aussi. La subjectivité, tout ça, et les valeurs, la vision du monde, la manière de voir les choses, tout ça. Ouais, et c'est pour ça que généralement, c'est comme un pacte consensuel. Même si on ne s'entend pas sur tout, mais il y a certains éléments qu'on peut se rapprocher là-dedans. Moi, je crois que il y a très, maintenant, je ne dis pas c'est une page tournée. C'est une page qui s'inscrit dans l'histoire de cette transition et à n'importe quel moment, l'on peut revenir et revoir vraiment cette page pour pouvoir avancer parce que la société est dynamique et ce pays est dynamique. Nous ne sommes pas appelés à pérenniser et dans ce pays, mais nous sommes appelés quand même à laisser ce que nous pouvons laisser pour les autres et aller de l'avant. C'est ce qui est très important. Maintenant, le cap, après la décision du pouvoir constituant, après la décision de l'exécutif, maintenant, et le conseil présidentiel de transition, et ceci de concert avec le chef de gouvernement, le premier ministre Ali Kidebe, maintenant après des analyses, ils ont décidé de surseoir et aller maintenant vers les élections. Le temps, maintenant, c'est vers les élections qui s'inscrit dans tout le processus. Et puis, gros parti émission l'a fait sous élection. Pour le monde qui prend émission en cours, m'a rappelé que invité nous matin, c'est M. Joseph André Gracien-Jean, le ministre délégué chargé des questions électorales et constitutionnelles. Monsieur le ministre, et projet référendum, faut nous ajouter avorter, combien de coûte, combien de nous t'es engagé pour projet ça au fait? Ok, il y a l'engagement, il y a les dépenses aussi. Ok, il y a l'engagement. On peut engager, disons, près de. D'ailleurs, au départ, c'est dans le fond, parce qu'il y a un accord, je crois, depuis 2004 et 2006, entre le PNUD et l'État haïtien, ce qu'on appelle le projet d'appui au processus électoral, ce qu'on appelle le PAPI, qui en même temps, c'est directement et sous la direction de sorte de comité de pilotage, le ministère de la planification, le conseil électoral provisoire, et on a inscrit les travaux du comité de pilotage. Le PNUD a donné tout un rapport sur la question pour la rédaction de la Constitution, les assises, ne dépassant même pas, je crois, 2 millions de dollars. Et aussi, tous les préparatifs ont été faits au niveau du Conseil électoral pour préparer à la fois et le référendum et les élections en même temps. Bon, voilà, c'est pour cela que le Conseil électoral peut dire que au niveau des opérations, eh bien, beaucoup de travaux vraiment ont été réalisés. Donc, tout cet argent n'a pas été dépensé, mais ce sont des fonds que l'État haïtien a engagés pour pouvoir vraiment s'engager. Contrairement à ce que les gens disent. À ce que les gens disent à ce niveau. Maintenant, moi, de mon côté, ce qui est très important, je ne gère pas l'argent. Je facilite. Je me forme aussi sur les dépenses. Voilà, qui est géré par le PNUD à travers ce qu'on appelle ce fonds-là, à travers ce programme d'appui au processus électoral. Mais c'est ouvert, on peut toujours écrire, on peut toujours demander, contrairement à ce que les gens disent. Ok. Alors, généralement, ce qui est intéressant, c'est l'argent. Oui, voilà. Je vous ai circuler, mais ou pas un chiffre là. Parce que ou comme ministre, tu as veillé sur toute bagage ça yo. Go chiffre 400 je vous ai dit, je ne calcule pas en gros, je vous ai dit que près de moins de 2 millions de dollars ont été dépensés pour tout le processus conduisant jusqu'au projet de constitution. Voilà. Et si vous voulez avoir, je vous réfère à la structure qui s'en charge de la mise en œuvre de toutes les activités du comité de pilotage de la conférence nationale. Et d'ailleurs, le président, la bonne personne, là, je suis ministre, certes, je m'informe sur tout, mais mon Dieu, le comité de pilotage a fait sortir une note pour expliquer tout cela. Mais il n'y a pas de montant là-dedans, non? Il a expliqué ça. Écoutez,
excusez-moi, le comité de pilotage n'est pas ordinateur. Allez voir l'accord du 3 avril. Allez voir le décret aussi. Mais ça, c'est là. Mais ça, je ne fais pas la leçon à ce niveau. Les acteurs politiques, je vous le dis, on fait de la politique ici. C'est ça, la politique destructive. Et c'est ça. Et puis après, on vient vers vous. Madame Olom, c'est clair, le comité de pilotage avait fait sortir une note pour expliquer tout. Et je le dis aussi, le comité de pilotage n'est pas ordinateur. Et je vous le dis aussi, là où j'ai l'argent. Je viens de vous dire ce qui a été engagé et comment dire, les dépenses qui ont été faites. Je dis à voilà. Et qui aussi c'est ouvert, je peux chercher les informations, c'est ouvert. Voilà. Monsieur le ministre, qui doit rendre compte de comme ça, qui dépensait, ou même dit c'est 2 millions de dollars. Mais je dis ça dans les dépenses. Mais c'est pas. Qu'est-ce que la reddition de compte? On fait la reddition de compte, on le dit. Mais si vous voulez avoir beaucoup d'informations, je vous donne la référence. Et je vous réfère aussi au comité de pilotage qui a fait sortir une note. C'est la responsabilité du comité de pilotage et le président a fait sortir une note. Monsieur le ministre, il y a des pensions qui sont faites là pour un projet qui n'a pas abouti. Et puis, c'est qui Jean comme là, les dépenser, je suppose que ou lit ou bien connaissance de note ensemble contre la corruption, c'est faire sortir quand elle demandé que ce soit unité de lutte contre la corruption pour faire une enquête sur ça et puis Cour supérieure des comptes et pour capable faire un audit et sous genre que vous géré fonds ça dans le cadre de réforme constitutionnelle là. Ah mais madame, on attend tout simplement. On attend. Dans une démocratie représentative, il y a des organisations publiques, mais on attend. On attend tout simplement, on ne va pas tarder. On ne va pas tarder là-dessus. Moi, j'aurais pu demander. Moi, je connais. Écoutez, j'ai vu des pétitions, des choses comme ça. Et je vais vous raconter une histoire. Lors du congrès de Tolan, s'il y avait cette époque, j'aurais pu demander à mon ménage, lors de ce congrès, contre congrès de Tolan. Et vous savez, dans cette histoire, c'est moi et même mon Amboise qui ont sauvé le congrès de Tolan. Parce qu'on était venu justement pour faire de l'argent. Ici, on ne met pas devant de l'argent pour tout bousiller. Et je l'ai dit tantôt, c'est dans un seul pays où je vois que les gens aiment l'argent sans qu'il n'y a pas de production de richesse. Et c'est la richesse qui produit de l'argent. C'est l'argent qu'on avance tout. Mais je le dis maintenant, il y a un projet de constitution qui est là. Ça aboutit. Il y a le rapport du député Diagne qui est là. Mais allez la consulter. Et maintenant, si vous voulez avoir de l'argent qui a été dépensé, allez là. C'est votre droit, c'est le droit de toutes les organisations. Écoutez, au nom de la transparence, la population a demandé code COP et référendum, non? Quelle population, madame Lucie? Quelle population? Excusez-moi. Mais quelle population? Non, mais excusez-moi, quelle population? Dans une démocratie, on donne l'occasion à un peuple de décider, oui. C'est à travers son vote, oui. C'est pas à travers les radios. C'est pas à travers les réseaux sociaux. Monsieur le ministre, soit nous. Moi, je vous dis. Dans un pays pour nous capables de répondre à la question ça? Manifestation? Non, m'a demandé est-ce que ça dit organisation qui a demandé compte, on a un parti politique. Madame Bonhomme. Madame Bonhomme. La presse, il n'y a pas compté même. Madame Bonhomme, nous n'avons pas assez au résultat de ces choses-là aujourd'hui. Vous ne suis plus chez moi. Vous avez été victime de kidnapping de cette situation. Qu'avons-nous construit pendant ces 30 ans? On détruit les édifices, on détruit aussi les gens, le caractère, leur personnalité. Nous n'avons pas assez. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas conscients du résultat jusqu'à présent. Madame, non, je ne remonte pas. Non, mais c'est pas des questions. Madame Bonhomme, ce n'est pas des questions. Madame Bonhomme, ce ne sont pas des questions simples, ce sont des questions quotidiennes qu'on répond chaque jour. Mes amis, avançons. Le résultat est là aujourd'hui. Je l'ai dit tantôt, nous sommes tous à zéro. Comment faire un discollectif? Nous ne sommes pas conscients de la situation jusqu'à présent. Nous nous attardons sur l'argent et allons demander l'argent. Je vais donner les pistes. Le comité de pilotage a fait sortir une note. Écrivez les organisations, écrivez à l'ULCC, écrivez à l'UCREF, écrivez à la Cour supérieure des comptes. C'est pas à la radio, mais les réseaux sociaux qu'on va résoudre tout cela. Les mécanismes sont là.
C'est pas les manifestations qui vont détruire encore la vie des gens, le caractère des gens. Accusatoire et à travers les gens. Moi, on m'accuse. Il y a quelques jours tout le temps. Qui portaient la population soulevée. Par exemple, mais quelle population, Madame Bolon? Ministre, ou là, ou observer Haïti. Donc, oui, je sais ma population. Mais il y a posé des questions qui sont faites. Madame Bolon, je vous ai répondu la question. C'est pas que je l'ai fait moi-même, je facilite. Je ne dépense pas, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de budget. Je suis ministre délégué auprès de mon premier ministre. Je réfléchis sur des initiatives, je donne des conseils stratégiques, je fais des recommandations. C'est ce que je fais, c'est mon travail. Je ne gère pas de l'argent. Et je n'ai pas de relation avec l'argent aussi. Et la preuve en est bien bonne, regardez mon train de vie comme ministre. Je circule librement dans un petit véhicule. Ok. Donc, on va recevoir un chèque, un paiement dans le cadre de projet. Ça. En bon, mes dernières questions, vous avez circuler qui dit que. Madame non, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Si je n'ai pas reçu. Oui, ou dit que vous n'avez pas gagné un corps, vous n'avez pas gagné pour ça. Donc, est-ce que ça t'avait dit que vous n'avez pas recevoir un corps dans le cadre de ça? Non, moi je n'ai pas compris, Madame Bolon. Mais c'est monsieur le ministre, le calme pas. Excusez-moi. Non, Madame Bolon. La question est très mal placée. Hein. Je suis ministre délégué dans ce secteur. L'État m'a pris en charge. C'est l'État qui m'a pris en charge. Je reçois que l'argent de l'État et pas plus. Et est-ce que l'argent est fait? Et qui aurait osé aussi? Non, excusez-moi. Et qui aurait osé aussi à venir m'offrir l'argent? En dehors de ce que l'État me donne. Mais monsieur le ministre, c'est vous-même qui dit ça. J'ai appris à vivre, Madame Bolon. J'ai appris à vivre. Non, attention, je bien dit, hein, lorsque je parle, je n'ai pas de l'argent, je parle du budget. Je ne dis pas de fonds. J'ai bien dit que le comité de pilotage, c'est au niveau du conseil présidentiel et le fonds est géré par le pays. Qu'est-ce que je dois dire encore? Ok. Mais même l'autre question encore là, il y a un cap circulaire qui fait qu'on ait plusieurs paiements qui fait en cash et en espèces. Ou au courant de ça? Mais qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Je suis un auditeur, je suis comptable, c'est mon travail, mais c'est ce qui allait trop loin comme ministre délégué pour aller jusque-là. Mais je connais ma fonction, je connais mon poste, je connais les limites aussi en tant que ministre délégué. Aller jusque-là, c'est-à-dire renseigner sous genre des pensions faites là? Vous pensez sous ta fait ça ou outrepasser droit? Oh, mais qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Pendant que le fonds est géré par le pays. Vous avez les gens en ces chèques-là? Est-ce que. Ils ont des preuves? Monsieur le ministre dit ça à plusieurs reprises. Ça veut dire que l'argent géré par le PNUD, puisque c'est PNUD qui a géré, c'est-à-dire des pensions qu'a fait n'importe qui genre? Mais le PNUD a ses procédures. On dit que les dépenses sont faites n'importe quel moyen et n'importe quel genre. Il y a une évaluation qui a été faite, il y a une investigation qui a été faite là-dessus, il y a un rapport de cela qui a été fait. Dans une démocratie, dans un pays, voilà comment ça fonctionne. Vous faites votre investigation et vous venez avec un rapport. Et non pas sur vous le dire. Monsieur le ministre, les gens ont le droit de poser des questions. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Non. Les gens ont le droit, les gens ont le droit de poser des questions à partir de l'investigation. Et non pas à partir de le dire. Qui est-ce qui fait investigation? Ou on prend des marches et ensemble contre la corruption? Madame Bolon, excusez-moi. Madame Bolon, excusez-moi. Vous arrivez à appeler pour une émission. Combien de fois je l'ai dit à cette émission, je donne de la référence. Mais pourquoi ces gens-là n'aillent pas directement? Vous portez des plaintes, laissez les plaintes sur leur cours. N'anticipez pas. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas responsable de l'LCC. Je vous ai donné toutes les informations. Que la pétition suit son cours. Parce que nous sommes spectaculaires. Oui, vous toujours poser. Je vais y répondre. Regardez, moi-même comme journaliste, dans le wall, moi-même. Non, je m'en fais bien. Non, je m'en fais bien à la population. Ministre. Fâché? Oui. Ah bon, même sans tout fâché là. Et je suis pas fâché. Non. Au point de vue bien, je suis un homme d'énergie, je suis un homme proactif quand j'interviens, même dans les émissions, c'est ma manière à moi. Il est canaliser l'énergie parfois. Voilà. Je suis très énergique. Voilà.
C'est comme ça. On me connaît. Depuis à l'école, c'est comme ça que je suis. Monsieur le ministre, donc, vous ne pouvez pas répondre sur affaire cacha et comme qui te dépensé en espèces, ça n'a pas intéressé, ou pas au courant, ou pas chercher qu'on baille comme ça? Bon, Madame Bonhomme, si vous avez quelque chose sur le cash, ce serait mieux, vraiment. Moi, je ne connais pas cette affaire du cash. OK? C'était pas mon travail de veiller à tout cela. Le travail qui m'intéressait, c'était au niveau Constitution, que le comité de pilotage remet son avant-projet et que le comité de pilotage remet son projet. Et aussi, c'est ce que je veillais moi-même en tant que facilitateur, en tant que catalyseur. Il n'y a pas un projet de constitution? Oui, il y a un projet. Il y avait un décret référendum. Et je l'ai dit au début de l'émission, l'exécutif, par rapport à l'accord du 3 avril, par rapport aux échéances, a donné la priorité aux élections, maintenant en mettant de côté et la question référendaire et la question de constitution. Voilà. Et maintenant, la route, c'est vers les élections qui est tout au processus. À ce qu'il y a trait aux dépenses, à la question de corruption, les organisations ont droit. Faites la pétition, saisissez l'ILCC, saisissez tout, et maintenant, venez avec cela. Voilà. C'est ça le travail. Et non pas de continuer, que ces gens-là continuent à torturer, à tuer, à petit feu le caractère, la personnalité des gens. Monsieur le ministre, juste vous pouvez interroger au Soumba et ça les assassiner caractère au monde. On ne va pas jouer sous moi. Parce que je m'attendais pointer du doigt le comité pilotage et conférence nationale là, ou bien ou même comme ministre chargé des questions constitutionnelles. C'est juste poser des questions, demander mais ça fait à tout comme ça, il y a des chiffres qui ont circulé, il y a du 600 milliards de goudou, du 2 millions, et même là c'est quoi? 600 milliards, on va pas de 600 milliards, mais 600 millions. Non, 600 millions. Non. 600 millions de gourdes parce que l'État a déposé dans le fonds près de 60 millions de dollars. Et hier encore, lorsque le Premier ministre a réuni toute la communauté internationale sur le processus électoral, le ministre des Finances est intervenu là-dessus. Et nous autres, de notre côté, en tant qu'État voulant assurer une souveraineté dans le processus, l'État veut avancer vers 100 millions de dollars dans le basket fund qui est géré par le PNUD pour pouvoir aller vers ce processus électoral. Bon. Voilà. Et c'est clair, mes amis. C'est très clair. OK. Tu as respiré, on a passé notre question. Et oui. Et vous dites slogan là, c'est en route vers les élections, là, vrai? Bien sûr. Eh bien, n'a privé? Tu vas privé vers les élections? C'est la question. Allô? Oui, c'est la question. Oui, c'est la question. Les élections, c'est tout le processus. C'est pas donner la date des élections qui fait les élections. Mais c'est tout un processus. Le processus est... Attendez-moi. Voilà, notre invité est... Oui, je suis là. C'est tout un processus. Et maintenant, nous sommes en train de lancer le processus. Tout d'abord, c'est créer le légal du processus. Et la note, je dirais, le décret a été clair maintenant. Le Conseil électoral provisoire maintenant a un seul mandat, d'organiser, c'est le mandat d'organiser les élections maintenant. Et le Conseil a travaillé sur le décret électoral et ceci sous le régime de la Constitution 87 et amendé. Et justement, le Conseil a fait tout un travail et en soumettant le décret aux partis politiques, aux organisations de la société civile et organiser des débats. Maintenant, l'exécutif attend du Conseil électoral le décret électoral et aussi le calendrier. Donc, ces deux tâches reviennent, ce sont les deux tâches qui reviennent au Conseil électoral provisoire en agissant, en travaillant avec toute son indépendance.
Pourquoi CEP a dit gouvernement ça, que l'homme du gouvernement ou bien CPT a ça, et le président du Conseil électoral provisoire l'a dit publiquement là il y a quelques jours sur Vision 2000 à cette émission, pas de sécurité, pas d'élection. C'est dans ce sens ça, il demande aussi la privée. Ok. Les élections, ce sont des élections. On organise des élections pour qui? On organise des élections pour le peuple haïtien. Pour les partis politiques qui sont candidats et aussi pour les électeurs. Il y a les conditions pour que ce n'est pas seulement la sécurité qui détermine les critères, les conditions d'organiser une élection, surtout dans un pays où on a fait choix, en quelque sorte, d'une démocratie représentative. Tout d'abord, nous partons du principe que les gens qui vont diriger le pays-là, il faut qu'ils soient dans l'élection, il faut qu'ils organisent l'élection. Il faut qu'il y ait le cadre d'organisation des élections, que le Conseil électoral provisoire est en train de préparer ce qu'on appelle le décret. Il y a ce qu'on appelle l'environnement sécuritaire. Maintenant, ce n'est pas seulement en temps de crise, mais en tout temps, lorsqu'on organise des élections, l'environnement sécuritaire est très important. L'environnement des institutions qui organisent les élections, l'environnement sécuritaire pour les électeurs, pour les candidats, la campagne. Maintenant, nous sommes dans une situation exceptionnelle, dans une crise profonde, et dans une crise profonde dans ce pays, et avec ce qu'on appelle les groupes armés, les bandes armées, la criminalité, les gens qui sont déplacés. Mais bien sûr, c'est à juste titre qu'il faut demander qu'il y ait un climat sécuritaire pour que le plus de citoyens possible en termes d'électeurs et de candidats puissent participer à ces élections. Maintenant, étant donné que les élections, c'est tout un processus, maintenant, c'est le calendrier qui va déterminer le cursus et le parcours et l'aboutissement de ces élections. Et ce qui est très important en tant que processus, ça peut arriver que le gouvernement qui est là, le CPT qui est là, conduit le processus, et ça peut arriver qu'au cours de route, un autre groupe continue le processus jusqu'à son aboutissement. Maintenant, c'est le calendrier électoral dont le Conseil électoral provisoire à la charge qui va déterminer tout le parcours temporel du processus électoral jusqu'à son aboutissement, avoir des élus à la tête de ce pays, puisqu'il s'agit d'organiser des élections générales. Les élections générales qui peuvent s'organiser en un seul temps, ça peut arriver que ce sont des élections qui s'organisent en deux temps, ça peut arriver dans un premier temps, vous avez ce qu'on appelle là, les législatives et les présidentielles, et dans un second temps, s'il y a un second tour, ça peut arriver qu'il y a un second tour. Dans ce second tour, il y a à la fois et les législatives partielles et les collectivités territoriales. Maintenant, il faut attendre du Conseil électoral le décret électoral et aussi le calendrier, parce que c'est tout un processus. C'est comme, comment dire, l'élection, c'est comme c'est un outil qui n'invente maman. Mais le programmer, c'est pour 9 mois. C'est une programmation qu'on fait. Et ça m'a dit pour autant, nous avons suivi comment c'est là. Ça va arriver, c'est pas le cas pour finir. Nous avons senti tranché là. Et puis, premier compte de notre son femme sage, c'est pour ça que je dis, c'est tout un processus et avec tous les problèmes que ça va gagner au cours de route aussi. Et c'est pour ça que le gouvernement s'acharne, le gouvernement travaille pour pouvoir rétablir un climat donné le plus que possible, un climat acceptable, sécuritaire, pour que les élections puissent se dérouler et doter le pays vraiment de véritables dirigeants à sa tête. Voilà, c'est pour ça que nous avons dit, nous sommes en route. Oui. Oui, nous sommes en route, mais après 18 mois quand même. Et là où était 3 mois et que nous promettons population sécurité toujours. Qui j'en nous pas réussi faire en 3 mois, monsieur le ministre. En 3 mois, ça nous pas arrivé et en 18 mois. Non. Il n'y a pas de promesse ici. C'est pour ça qu'on parle de processus. Donc il y a processus. Ce n'est pas quelque chose d'achevé. Le travail de l'État, c'est un travail quotidien. C'est un travail chaque jour, c'est un travail dans l'État. Assurer la sécurité, ça se fait en tout temps et en tout lieu par l'État.
après le passage du CPT, après le passage du sous-gouvernement, le nouveau doit pouvoir assurer encore la sécurité et s'assurer du bonheur de cette population. Tout est un processus, ça. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un enfant et vraiment d'un bébé, et comment dirais-je, un bébé qui n'a 29 ans. C'est pas même notre petit moment que lui a accouché. C'est pas même nous parler d'élection en fait. Il n'y a pas de conditions, il y a tout un processus, il peut y avoir des problèmes naturels qui peuvent arriver, genre un moment, ça connaît une situation de comme si, et de nous faire, c'est pas même le gynécologue là, qui fait le monde, son femme ça, je vous dis, petit, il faut avoir des enfants aussi, il faut avoir assisté ma femme. Mais ces choses-là, ça va servir à cette politique pour comprendre les phénomènes sociaux. Ok. Dans l'ordre du possible, monsieur le ministre, ok, et accouchement, et son sage-femme, son autre médecin qui a fait, c'est pas forcément gynéco qui a suivi, mais et leur aller vers l'avortement. Parce que c'est ça nous pas voulons, oui, dans le pays. Ah, mais voilà. Et si nous voulons pas l'avortement, alors c'est notre frère à tous. Nous allons tous payer l'avortement. Ce n'est pas le CPT du gouvernement. Mais on va le dire par les élections pour nous autres. On va le dire par les élections pour les 9 membres du CPT. Nous, pour le premier, ça risque de finir. Mais nous organisons nos élections. C'est pour nous autres. C'est pour le pays. C'est dommage. Nous n'embrassons pas, nous ne saisissons pas cette opportunité. Nous mettons bien avant nos intérêts et particuliers, nos intérêts en particulier, nos intérêts historiques. Bah, il faut oublier pour que changer. Et nous voyons les résultats, nous ne sommes pas conscients des résultats encore aujourd'hui. Et c'est là. Bon. Et c'est ça cette transition. Okay. C'est ça les crises profondes. Les crises sont des moments d'opportunité. Définitivement, nous comprenons au niveau du gouvernement, l'élection n'est pas possible d'ici le 7 février. Mais mes amis, c'est pas la date qui fait les élections, c'est le calendrier qui fait les élections. Alors, vous faites ça, non, justement, non, on reprend le même exemple que nous se prend avec là, c'est tout un processus, ça peut arriver que nous commençons, on est poursuivi, et c'est pas lui qui a couché lui. Oui, mais c'est tout un processus. Il précise, l'autre tape venir avec, là, on attend le calendrier, de toute façon. L'autre travaille sur le calendrier, mais il y a une discussion qu'a faite entre le CEP et le gouvernement. Ok, et madame, moi je vais vous donner cette question. Et je vais remonter peut-être à 2009, jusqu'à l'Égypte antique, avec les Italiens. Mais c'est triste, hein. Et l'État, c'est la continuité. L'État, c'est pas la rupture que l'autre attend l'échec de l'autre pour pouvoir continuer, pour pouvoir recommencer sur ce que l'autre fait déjà. C'est la continuité. C'est ça. Et c'est cette pratique, c'est cette culture que nous avons besoin. Cette culture de continuité, cette culture de complémentarité. Je vais poser la pierre, et l'autre pour la pierre, et ainsi de suite. Ça a été comme ça pour les pyramides d'Égypte, ça a été comme ça pour la citadelle, et ça a été comme ça aujourd'hui dans la construction de maisons. C'est pas l'ingénieur qui fait tout, c'est pas le boss maçon. Ça, l'État, l'expression même de l'État, l'expression même de la stabilité, c'est la continuité à travers cette discussion. Je viens, j'évalue et je vais voir comment avancer. S'il y a des choses qu'il faut mettre de côté, je mets de côté. Nous sommes maintenant dans un processus électoral. Ça arrive que que le Conseil présidentiel, le pouvoir qui est là, le gouvernement qui est là, n'aboutit pas tout le processus. Ce qui est très important. Le CPT qui est là, le gouvernement qui est là, et maintenant, nous avons fait le statut, nous commençons avec le processus pour aller le plus loin possible avec le processus, les étudiants après pourront et non pas tout le temps de recommencer, et non pas tout le temps de revenir avec le même projet. Puisque c'était à moi, il faut que vous échouez. Et vous allez voir les autres qui reviennent, nous allons avoir la même attitude pour que l'autre aussi échoue. Mes amis, je crois qu'après 200 ans, après 30 ans, ce spectacle de l'échec de l'autre que nous avons offert à ces générations, aujourd'hui, il faut qu'il y ait cette rupture. Il faut qu'allons vers cette unité, allons vers cette complémentarité. C'est ce que nous avons besoin. Allons vers ce disque collectif, comme je le dis.
Il y a personne aujourd'hui qui dit ça, j'ai le droit de faire la leçon à qui que ce soit. Même moi-même, je ne peux faire de leçon à qui que ce soit. Parce que le résultat est là. Nous sommes tous à zéro. Monsieur le ministre, vous parlez parler de quoi, là, forme si ton chiffre là, on 3 milliards de gouttes que le gouvernement a annoncé dans le budget là pour financer, soutenir et partis politiques, ouais, ça nous l'objet de vivre critique. Ben, nous, petit détail sur ça. Oh, j'ai une très bonne question. Une vivre critique pour les cinq d'esprit. Mais nous sommes en économie. Mais qu'est-ce qui fait marcher l'économie? L'argent. L'argent ne doit pas rester quelque part. Et c'est pour ça que nous payons aussi la stagnation de l'économie. La stagnation monétaire. Comme la chute au contenu d'un travail. Mais c'est super. Mais c'est bien 3 milliards. L'État annonce 3 milliards. Nous payons qui c'est dans l'économie capitaliste. C'est pas de comment on va positionner pour que ces 3 milliards injectent réellement un document de travail. Le secteur de services, écoutez-moi, les intellectuels, les universités qui vont travailler, qui vont rédiger des programmes politiques, qui vont accompagner les partis politiques. C'est très important qu'il faut suivre ces 3 milliards. Est-ce que ces 3 milliards vont aller ailleurs? Ces 3 milliards, c'est une très bonne chose. Et si on peut remettre encore 10 milliards, et 100 milliards, ça, c'est ça l'évolution. Ce sont les opportunités politiques, ce sont les opportunités sociales. Pardonnez, permettez-moi de rebondir sur ça. Ce sont aussi des opportunités économiques. Quoi black chital pas de travail, sont pas extrêmement grave. Je dis à la et lorsque je ouvre sous boudon, dit juste seulement là dans l'autre zone côté gain déplacé. Je dis comme là t'as besoin de bail pour te faire. Comme là t'as utiliser pour relocaliser mon yo. Par exemple, on pas parler de cob nous pas distribuer et parti politique mais excusez-moi pas de chital pas de travail qui manquait pour non, Madame Bodom, je fais de la gouvernance. J'ai une expertise en gouvernance, je sais ce que c'est que l'économie, la dynamique économique. Nous payons le prix aujourd'hui. Nous sommes tous des pauvres. Et tant que l'État peut injecter de l'argent dans cette économie de travail, l'économie, ça diminue les risques aussi. Combien de monde qui va venir travailler la journée aujourd'hui là? Combien de maisons de dépression? Combien de monde qui a fait copie? Combien d'intellectuels d'étudiants qui vont travailler, faciliter le travail avec les groupes? L'argent doit circuler. C'est ça l'économie. L'argent n'est pas là pour être là. Et je viens de la spiritualité. Il faut vider vos mains pour que les mains puissent capables de retourner encore. Nous sommes dans une économie capitaliste, l'argent n'est pas là pour rester quelque part. L'argent doit circuler pour générer du travail, pour générer la stabilité. Et combien de partis politiques là, on va faire de 200, 300 partis politiques, ou capable de confirmer pour moi, monsieur le ministre, et qui va nous pas faire partage à distribution ça, chaque parti combien a besoin? Ce qui arrive, l'argent, c'est l'argent aussi pour le processus électoral. Il faut voir le décret qui va sortir aussi, si cela tient aussi, on parle des incitatifs aussi. Ce sont des partis politiques dans le processus électoral. Écoutez-moi, lorsqu'on dit 3 milliards, mes amis, il faut essayer de... ça ne pas comprendre. C'est une prévision. L'État met dans son budget, écoutez-moi, l'État met dans son budget 3 milliards de gouttes pour les partis dans le processus, pour soutenir les partis dans le processus électoral. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 3 milliards qu'on va diviser 3 milliards par 500 par 1000. Non, ça peut arriver que moins de 3 milliards de dépenses, mais l'État, il y a ce qu'on appelle la prévision budgétaire. C'est ce qui est là. Et très souvent, on enseigne très mal la population là-dessus. Lorsqu'on parle de l'argent, on pense que l'argent est là. On va dépenser l'argent pour commencer à distribuer. C'est pas ça, mes amis. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui tout le temps fait l'école sur cette question, et l'économiste Christophe Farrell là-dessus. Et d'autres économistes aussi le font aussi là-dessus. C'est la prévision budgétaire. Et l'État, c'est la planification. L'État aussi, c'est l'anticipation. L'État, c'est ça. Il y a ce gouvernement, maintenant, il y a tout un mécanisme. Il y a les incitatifs. Il y a le Conseil électoral provisoire. Il y a le ministère de la Justice aussi. Il va y avoir des critères. Et aussi pour que les partis politiques puissent bénéficier de cet argent, les accompagner dans le processus électoral. Ce n'est pas l'argent qu'on met cet argent-là, on va diviser par 10, on va diviser par 20, mon Dieu.
C'est pas ça. Et aussi, il y a la loi qui est là, qui régit le fonctionnement des partis politiques, leur organisation aussi et le financement des partis politiques. On le fait au regard de la loi. Tous ces éléments vont être pris en compte, mes amis. Quid des critères? Ah non, mes amis, écoute des critères, je viens de vous dire, il y a ce qu'on appelle là, les incitatifs, il y a aussi la loi sur le fonctionnement des partis politiques, il faudra attendre tout cela. Et ce n'est pas à moi, et je n'écris pas les critères, je participe à cette dynamique. Et je facilite, je facilite, je catalyse à ce niveau. Je suis comme un grand conseiller auprès du Premier ministre. Le Premier ministre a des initiatives et maintenant je vois comment mettre ces initiatives. J'ai des idées aussi, nous partageons les idées, nous voyons ensemble la faisabilité, la pertinence de ces idées pour pouvoir booster et justement le processus électoral. Avec toutes les incidences que ça peut tirer. Ok. En parlant de le processus électoral, et comme ça, montant ça, c'est un super pas. Et pour parti politique, parti politique qui concerné pour recevoir comme un financement de gouvernement, faut que vous pouvez participer dans l'élection. Les autres partis politiques sont pas concernés. Non, voilà le processus électoral, parce que nous sommes en route dans les élections, c'est clair. C'est clair. Parce que le mandat du CPT, le mandat du gouvernement, c'est d'organiser les élections. Et le programme renforcement parti politique, c'est que parti politique qui parle dans l'élection, qui a bénéficié de programme ça tout? Allô? Allô, oui? Oui. Allô, oui, je suis là. Vous pas attendre questionnement? Oui, le programme. Oui, j'ai bien entendu. Le programme de renforcement des partis politiques, c'est un programme global maintenant. C'est un programme global qui concerne vraiment tous les partis politiques. Un programme a été élaboré en ce sens avec 3 modules. Il y a un module traitant sur le renforcement des capacités organisationnelles et fonctionnelles, un module sur la gestion financière, tout ça, et un autre module sur la question de la technologie, sur la communication, base de données et autres. Mais tous les partis sont concernés. Et il y a eu le lancement le 1er novembre de ce programme, et le programme a démarré sur le terrain, et dans le nord, 8 et 9, cela va poursuivre dans les régions et aussi dans les départements. Donc, c'est le ministère de la Justice qui gère, parce que ça revient, et la question de la régulation du fonctionnement des partis politiques, cela revient au ministère de la Justice, et nous pilotons, nous coordonnons en concertation ce programme de renforcement des capacités et des partis politiques. Et le Premier ministre avait annoncé, il y a près de 300 millions de gouttes qui ont été affectés pour ce programme de renforcement des partis politiques. Et autre chose, il y a eu tout d'abord, j'ai présenté le programme de mardi de la Nation, et deuxièmement aussi, il y a ce qu'on appelle appel à candidature. Mais cet appel à candidature, pour chaque module, je devrais recevoir appel à candidature des organisations. Donc pour le premier module, j'ai reçu seulement 2 candidatures et j'ai retenu une seule candidature par rapport à la pertinence de l'offre. Et aussi pour les 2 autres modules, il n'y a que des institutions qui avaient postulé le groupe croissance de Dagmar et aussi le CPDEP. Ce sont ces 2 organisations. Ce sont ces 3 organisations, le CPDEP, le groupe croissance et le Dagmar, et maintenant qui met en œuvre ce projet avec des livrables, avec des documents, avec des matériels et aussi avec des formateurs sur le terrain. Et maintenant, les organisations de la société civile ont un droit d'observation d'aller voir comment ça arrive, de même que nous sommes de l'autre côté du ministère de la Justice et mon bureau et mon cabinet, nous suivons de très près sur le terrain l'évolution de ce programme, la pertinence et aussi la réaction et vraiment des participants. Voilà. Concernant le parti politique qui parle dans l'élection, est-ce que le chiffre ça vraiment est confirmé à faire 300 partis politiques là? Non, écoutez, c'est pas confirmé. Non, il ne va pas y avoir 300 partis politiques, mes amis, à participer aux élections. Non, c'est pas parce que le parti politique a pris naissance. Non, justement, vous me posez la question et je justifie la population à ce niveau. Et le ministre
justement, il existe près de 300 partis politiques. Et récemment, le ministère a demandé aux dirigeants des partis politiques de venir faire un update. Et ils ont recensé là près de plus de 200 partis politiques. Mais maintenant, ce sont les partis politiques, ce sont les bandes des partis politiques qui vont déterminer s'ils vont participer aux élections ou pas. Ça, c'est l'affaire des partis politiques. Et généralement, ça peut arriver que les partis politiques aillent aux élections seuls, avec des candidats. Si le parti vraiment, sans sa force, sa capacité de mobilisation des électeurs aussi, son programme politique, il peut aller seul. Ça peut arriver que nous aurons ce qu'on appelle des regroupements de partis politiques. Mais aussi, tous les partis politiques ont droit à une participation politique. C'est leur droit dans une démocratie dite et représentative. Et combien de nouveaux partis politiques nous gagnent dans l'histoire? Et là, non, là, je ne peux pas répondre à cette question de nouveaux partis politiques. Ça, c'est géré par le ministère de la Justice. C'est géré par le ministère de la Justice. Voilà. Mais il y a autant de nouveaux partis politiques, des partis politiques qui prennent sens. Maintenant, il faut que ces partis politiques déposent leurs pièces, tout ça, et répondent aux critères exigés par la législation sur la question pour que ce parti avoir son autorisation. Dès que le parti a une autorisation, le parti est reconnu par le ministère de la Justice, il est habilité à participer aux élections s'il désire, s'il sur sa force, s'il sur sa capacité vraiment de gagner le cœur des électeurs et aussi d'occuper des postes au pouvoir en tout ou en partie. Et parce que notre on qu'a fait là, c'est pratiquement dans toute période côté pour l'élection, l'exécutif a toujours gagné cette stratégie, surtout quand il gagne des groupes, des partis politiques qui là depuis quelque temps qui a contesté l'élection, qui dit pas participer, ou toujours l'autre parti et même qui aujourd'hui encore là, il a fleuri et quand Jojo, mais je dis est-ce que nous pas dit mais ça parle une véritable pagaille et imaginez ou bien 100 candidats à la présidence ou par contre comme on va gagner au Sénat mais en 2025 pour nous là encore est-ce que pas gon bagaille qui a fait? Bon, s'il y a quelque chose à faire maintenant, c'est au niveau de la législation. Il y a une législation qui régit et qui donne des critères pour qu'on puisse monter, former un parti politique. Il faut rester dans les lignes de la loi et aussi de ne pas agresser les gens, de ne pas leur mettre des dégâts aussi, comme les gens qui traitent les partis politiques, excusez-moi l'expression, de 300 choses. Et comme ça, moi, je tiens à ce qu'il y ait respect pour les gens qui montent les partis politiques, qui forment les partis politiques. Et je n'aime pas rester sur les prédispositions, je n'aime pas rester aussi sur les jugements et vraiment actifs, très subjectifs. Le respect avant tout pour ces gens-là, pour ces partis politiques. Il revient à la législation de régler tout cela. Et il revient à ces partis politiques, à leur bord, d'analyser, de voir s'ils peuvent participer aux élections. Il y a dit qu'il va y avoir 100 partis politiques aux élections. Il y a dit qu'il ne va pas y avoir 300. Mais il y a un décret électoral, il y a la législation haïtienne sur le fonctionnement des partis politiques, il y a l'analyse des votes de ces partis politiques pour savoir s'ils vont participer ou pas à ces élections, seul ou en regroupement de partis politiques. Mais avant tout, dans une démocratie, avant tout dans une démocratie représentative, c'est le respect des autres. Le respect de leurs idées, le respect de leurs opinions et aussi de ne pas avoir de prédispositions, de jugements actifs qui puissent porter atteinte à l'intégrité, à la personnalité de ces choses-là. Moi, je respecte les gens qui ont des partis politiques. Ok. Moi, je dis c'est tout bon tout pour l'exécutif, surtout dans la période de contestation, ça, et pour dire, et voilà, il y a des partis qui ne pas parler dans l'élection, mais là, nous avons 100, nous avons 150, nous avons 200, et qui veulent participer dans l'élection. Rien n'a dit. Il n'y a pas encore d'inscription du parti politique au niveau du conseil électoral qui veulent participer aux élections. Il faudrait attendre. Ok. Bon, on vient sur rencontre qui fait hier entre le Premier ministre Alézidé Fils-Aimé et avec, c'est ça, communiqué a dit, des acteurs nationaux et internationaux pour
accélérer le processus électoral. Maintenant, sur rencontre ça, et qui décision que nous prenons là-dedans? Allô, là? Oui, c'est pas. Allô, oui, je suis là. Et ce qui est très important, c'est une rencontre parce que dans tous les processus électoraux en Haïti, nous ne sommes pas seuls, il y a les acteurs nationaux, les acteurs internationaux. C'est ce qui constitue très souvent ce qu'on appelle une table stratégique, surtout le processus électoral par rapport aux acteurs qui ont l'habitude de l'Union européenne, l'UNOPS, d'autres entités qui participent à cela. C'était l'occasion pour le Premier ministre encore de réaffirmer son engagement pour l'organisation des élections et de voir aussi dans les échanges le positionnement de ces acteurs par rapport aux contraintes, par rapport aux obstacles, comment tout ça va s'organiser pour que nous ayons vraiment un processus électoral qui soit inclusif, qui soit transparent, qui soit crédible et surtout avec c'est ce qui a été très, 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 très important. Et là, nous sommes dans le processus, ça a été un starting, ça a été un must, ça a été, je dirais, un boost. Et là aussi, le renouvellement de l'engagement du Premier ministre, le renouvellement du CPT aussi, d'aller vers les élections dans le processus. Aujourd'hui, qui attend nous de institutions internationales? C'est pas les attentes. Déjà, il y a des institutions qui travaillent, qui appuient le conseil électoral. Et c'est un peu malheureux, c'était technicien par exemple du PNUD, qui travaille sur la question des élections. Il y a aussi l'Union européenne qui travaille avec les organisations de la société civile, sur la question de l'éducation civique. Et maintenant, quand le processus va arriver à un stade beaucoup plus avancé, vous allez avoir la question de l'observation électorale, la question de l'éducation civique. Il y a par exemple les femmes. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un lancement à Montana sur la question de participation des femmes au processus électoral avec le CEP, le ministère de la Condition féminine. Et sur le financement. Donc, tout est mis en branle dans le processus. Sur le financement. Non, c'est pas sur le financement. Non, mais d'où est c'est-à-dire, questionnement par rapport à attention, c'est vrai, il y a soutien sur le plan technique. Et je dis, est-ce que il y a un basket foot là, il y a un certain montant, il y a peut-être en plus de parler. Il y a un certain montant, mais ce n'est pas un montant important parce que nous sommes de notre côté du gouvernement, nous manifestons cette idée d'avoir un petit peu, d'avoir un processus très très souverain. Et c'est pour cela jusqu'à présent, l'argent qui est disponible, c'est notre argent. Et hier, le ministre de l'économie l'a affirmé aussi aller vers 100 millions. Et si la communauté internationale peut apporter quelque chose, peut-être au niveau de l'éducation civile, des choses comme ça, qu'ils ont l'habitude de le faire. Et l'Union européenne, l'OUA et autres, et l'observation, mais nous autres, de notre côté, du gouvernement. Non, mais la question a été abordée. La question a été abordée, bien sûr. Mais nous pouvons gagner. Ça a été abordé. C'est pas dire, écoutez, c'est pas dire, non, la question c'est pas l'aborder pour dire qu'on va donner temps, on va donner temps. Il y a tout un processus, il y a tout un mécanisme pour faire cela aussi. Il y a aussi l'avancement du processus aussi. Il y a le décret électoral qui doit sortir, il y a le calendrier électoral qui doit sortir. Mais attention, l'international, c'est pas comme ça. Est-ce que l'international va vous dire, bon, on va vous donner 100 millions, et vous n'avez pas de calendrier, vous n'avez pas de décret électoral. Mais c'est un processus, on avance dans le processus. Okay. Et c'est comme le premier jour, c'est comme le premier jour, vous allez voir le médecin. Monsieur le ministre, vous allez voir le médecin et la femme. Conditions, et nous-mêmes, il n'y a pas avancé à partir du moment que le calendrier est disponible, décret est disponible. Ah non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il revient à l'international de poser des conditions. C'est un processus souverain. C'est de s'aligner à ce que nous voulons. Monsieur le ministre, c'est ça. Haïti change là. Haïti changer. Mais le changement, Madame Bonhomme, je le regrette. Non, Madame Bonhomme, je le regrette. C'est tout un processus. Vous ne connaissez pas les gens. Beaucoup de choses sont été changées. Même l'attitude internationale par rapport à nous. Attention, ça se change. Et ça prend du temps, le changement. C'est comme un enfant aussi. Ça a pris 9 mois. Et il faut partir de cette bonne pratique pour aller de l'avant, pour laisser quelque chose aux autres. C'est ce qu'il faut raconter aux autres pour qu'ils puissent avancer. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas raconter mon yobaï, nous avons gardé la réalité. Non, on ne raconte pas. Non, écoutez-moi. On ne raconte pas. Non, c'est vous-même qui dit raconter. Monsieur le ministre, avant
Et slogan c'est en route vers les élections. Avant nous enclencher le processus là, nous avons un chargé d'affaires américain qui rappelait CPTA par la avis qui fait demande là, qui dit faut un calendrier et faut un plan au fait que nous pas même gagner. Et puis ça qui passe nous au niveau du gouvernement, au niveau de la primature, même discours ça, mal porté le bail CEPA et puis pour nous venir avec en route vers les élections. À ce moment-là. Comment international parler? Est-ce que je vais aussi expliquer. Je suis ministre de l'Église du gouvernement. Mais bien avant, j'étais conseiller technique du premier ministre qui était là, dans le Congo. Et déjà bien avant l'arrivée du conseil électoral provisoire, le conseil électoral, en tant qu'une structure permanente par rapport à ses employés, travaillait déjà sur le calendrier et même le budget. Ce n'est pas le chargé d'affaires qui vient nous dire quelque chose. Je le regrette. Le conseil électoral, bien avant l'arrivée du chargé d'affaires, avait soumis déjà des drafts de calendrier et de budget électoral. Je le regrette. Et nous parlons comme toujours. Combien de gouvernement est déjà décaissé pour l'élection? Nous disons que ici, je viens de le dire, on a déposé dans le basket fund près de 60 millions de euros arrivés. Ok. Nous allons arriver à 100 millions. Il y a des dépenses qui ont été faites, je ne veux pas de chiffres à mettre pour le moment. Et moins de cet argent, c'était pour préparer à la fois pour les opérations électorales. N'oublions pas que l'UNIDA gère les fonds pour les opérations électorales, pour les activités électorales. Et le fonctionnement du conseil électoral, c'est une autre affaire. La question de bed, la question de tablettes, toutes ces choses-là, les préparatifs, la formation des agents, la formation des membres de bed et autres. Et tout ça a été préparé. C'est pour ça que très souvent, on dit que le conseil électoral a déjà fait un ensemble de travail pour pouvoir avancer dans le processus électoral. Ok, monsieur le ministre, qui soit prêt pour un monde qui est capable de dire, qui va ça, comme l'État haïtien, pendant l'élection, et puis c'est plus de cap gérer? Je viens de le dire, l'État haïtien est membre de la communauté internationale. Nous sommes à l'origine des Nations Unies. Nous ne voulons pas dans Vaisro. Et c'est pas dans ce pays que gagne ce qu'on appelle cet appui, cet accord entre l'État haïtien et le système des Nations Unies. Ça c'est là, depuis 2004. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai évalué le fonds fiduciaire en 2006 pour le président. C'est toute une pratique, c'est tout un accord entre l'État haïtien et les Mais c'est pratique là, et on ne va pas comprendre. Pourquoi on ne comprend pas? Ça veut dire nous-mêmes, nous pas en mesure pour nous bien gérer comme nous. Et que même. C'est pas la gestion. Il y a des procédures, il y a des achats, il y a tout un mécanisme et tout cela. Comme vous adhérez aux Nations Unies, écoutez-vous, comme vous adhérez aux Nations Unies, il y a toutes des procédures. Ça a été un accord. Je viens de trouver cet accord. Et cela n'enlève rien, cela n'enlève rien à cette souveraineté. Et très souvent, nous brandissons cette souveraineté, et quand nous brandissons toujours cette souveraineté, nous la brandissons tout le temps. La manière maintenant de construire cette souveraineté, c'est d'avoir cette stabilité maintenant. Comme nous avons là où nous voulons aller. Sérieusement? C'est très important. Sérieusement? Oui. La complémentarité que il faut rechercher aujourd'hui. Et non pas l'échec de l'autre. Et quand vous venez, je m'attends maintenant à votre échec. C'est sur cette culture de l'échec de l'autre. Ça veut dire nous savons comme cela, et nous payons le prix aujourd'hui. Et très souvent, nous accordons le temps à l'argent. Nous ne voyons pas les résultats. Et c'est ce qui a tué nos jeunes générations, en brandissant tout le temps l'argent et non pas les valeurs. Nous sommes en train de payer le prix aujourd'hui. Ils nous kidnappent, ils nous tuent, ils nous torturent, et ils mettent de l'argent avant tout. Parce que nous mettons de l'argent avant tout. Et non pas les valeurs, et non pas la vision, et non pas l'espoir à ces jeunes. Monsieur le ministre, est-ce que nous avons une idée de combien d'élections capables de coûter? Une idée?
On attend le budget, ça oscillait entre 100 millions et plus. Maintenant, c'est vient du ressort du Conseil électoral qui est l'organe, qui est la structure chargée, qui a toute l'expertise en matière d'opération électorale pour pouvoir soumettre à la fois le décret, le calendrier et le budget. Et là, vous allez savoir les prévisions. Quand on fait une prévision, on fait une prévision. Cela peut arriver que vous avez fait une prévision pour 100 millions et au cours de route, vous êtes obligé d'ajuster à 120 millions. Et cela peut arriver que le processus se termine à moins de 100 millions. C'est ça la prévision budgétaire. Eh bien, merci, monsieur. Pour cette conversation, ça. Merci beaucoup. Et ça a été bien, comme je vous l'avais promis, parce que les autres médias m'ont appelé, je vous l'avais promis, et Madame Bonhomme, de vous accorder cette interview, et je ne compte pas intervenir pas avant, le 15 ou le 16-17 décembre. Je suis en mode pause, mais comme c'était promis, je vous ai accordé exceptionnellement cette entrevue pour pouvoir apporter toute la lumière qu'il faut. Et encore, changeons de narratif, allons vers un narratif constructif de cohésion sociale, de cohabitation et de coexistence pacifique et allons vers ce 10 collectif et non pas ce zéro que nous sommes en train de payer dans le pays. Bonne journée, monsieur le ministre Joseph-André Garcien-Jean, ministre délégué chargé des questions électorales, il faut m'ajouter tout, et constitutionnelles. C'est lui-même qui était invité nous matin pour faire le point, et notamment sur le processus référendaire avorté et puis sous question élection. Le slogan au niveau du gouvernement, ministre dit nous, c'est en route vers les élections. Micro Marie-Lucie Bonhomme, merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne journée sur Vision 2000.